classiques vers lesquels on serait tenté de la chercher, c'est-à-dire du côté de l'académie, mais du côté d'une manière de fabriquer de la rassurance de groupe, et au fond... De repérer ces passages à risque, de repérer l'équilibre fonctionnel fragile, de repérer les attentes, et d'arriver comme cela à décortiquer l'activité, comme on le ferait dans d'autres registres, l'activité professionnelle, pour voir ce qui organise, ce qui anime, et comment effectivement s'opèrent des dynamiques stables, des dynamiques instables au niveau d'activité des débutants. Et je crois que ce sont des merveilleux moments, en tout cas des cas comme cela, sont des merveilleux moments pour déconstruire l'activité et en tout cas permettre à des jeunes enseignants de mieux comprendre les risques, les potentialités que peuvent offrir en tout cas des situations. Sans qu'il y ait de conformation ou sans qu'il y ait de mimétisme ici, mais pour qu'il y ait un véritable travail sur l'analyse de l'activité. Enfin, oui, je crois qu'effectivement, les émotions sont au cœur même et correspondent certainement à une des clés d'intelligibilité du métier d'enseignant. Alors, je vais simplement développer cela en 1 minute. J'ai beaucoup travaillé sur les enseignants débutants, et je dirais même quasiment exclusivement. Ce qui fait que cela pose un véritable écueil, puisque on a trop tendance, dans une épistémologie cognitiviste, en mesurant la façon dont je parle, de considérer que les débutants ont toujours été décrits en défaut à l'aune de l'expertise. Caractérisation en creux des débutants, manque de représentation, manque de fluidité, manque d'anticipation. Toute la littérature cognitiviste décrit les débutants en creux par rapport à un modèle expert. Je pense qu'on pourrait me faire la même critique si je caractérise l'expertise à l'aune de ma connaissance sur le modèle débutant. C'est pour cela que je commence avec un étudiant une thèse pour essayer effectivement de faire un vrai travail de compréhension de la dynamique des émotions des experts, pour arriver effectivement à confronter nos propres résultats, ceux que j'ai pu avoir au niveau des débutants, par rapport à des enseignants plus chevronnés, et voir effectivement les différences, en sachant ici qu'il ne s'agit pas de travailler sur un cas et faire de la comparaison de proche à proche, mais de voir effectivement, d'aller plus loin dans la problématique émotionnelle pour voir effectivement la part des émotions chez des enseignants plus chevronnés. Voilà en tout cas quelques pistes qui m'animent et sur lesquelles je souhaite travailler dans les années qui vont venir. Merci. La parole est à Roland Guagou, en lui rappelant quand même qu'il a déjà épuisé 5 minutes de son temps de parole. Bon, si le genre écrit note de synthèse est pas tout à fait stabilisé, le genre oral jury de la note de synthèse ne l'est guère plus si j'en juge par les... Mais il est réglé au moins. Difficile moi aussi dans une situation de collègue d'être à la fois dans le jugement et évidemment d'être aussi dans l'idée de prendre date pour des débats présents et à venir. Je vais plutôt rester dans cette perspective-là, avec des choses qui sont autant des commentaires que des questions, et Luc prendra là-dedans ce qui l'intéresse là de commenter. Moi j'avais envie de dire, outre le plaisir d'être là aujourd'hui et le plaisir que j'ai eu à lire ce texte effectivement soigné et clair, c'est pointer tout de suite une qualité que j'ai trouvée à ce travail, qui était de rendre compte d'une méthodologie de recherche avec beaucoup de soin et beaucoup de précision. Et là, c'est pas lui qui le dit, c'est moi, donc c'est plus acceptable. Avec des choses très documentées, et pour moi, la meilleure preuve de cette qualité du travail sur le plan méthodologique, c'est que c'est un matériau qui, me semble-t-il, est utilisable par d'autres, dans d'autres perspectives que la sienne. Et moi, je fais une lecture de ces données assez différente de la lecture qu'il fait, et le fait que je puisse le faire, ça me paraît être un bon signe sur le fait qu'il les restitue avec une clarté et une rigueur qui les rend discutables. Enfin, pour moi, c'est un critère de qualité, ça, par rapport à l'exercice note de synthèse. Outre le fait qu'on apprend plein de choses, même si on les savait déjà, mais même si on accepte aussi que l'idée de faire de la science, c'est d'établir un certain nombre de faits dont on pouvait être intuitivement bien persuadé, mais qui n'avaient pas été aussi peut-être solidement ou aussi précisément établis. Donc de ce point de vue-là aussi, il me semble qu'on est bien dans un travail scientifique digne de l'HDR.
Évidemment, la discussion, elle est compliquée parce que on a envie d'aller le titiller là où il s'arrête, là où il fait des courts-circuits, là où il fait des raccourcis, et il nous a dit au départ qu'il était réductionniste et qu'il l'assumait. Donc après, on est toujours devant la position de savoir si par hasard, on ne serait pas en train de lui poser des questions qui nous dénient par avance la possibilité de lui poser. Tant pis, on est là, on va le faire quand même. Hein. Donc je réponds plus. Mais c'est vrai qu'avec cette réduction revendiquée sur la subjectivité des acteurs dans cette perspective phénoménologique, on peut dire, ben voilà, c'est son parti pris, on n'a pas à aller discuter de ça, sauf à voir ce qu'ils ont fait. Et comme ce qu'ils ont fait, c'est de construire une argumentation par rapport à des perspectives sur la formation, alors là, oui, on est en droit de lui dire, attention, les réductions auxquelles tu procèdes à un moment donné, elles te coûtent cher à la fin, parce que tu es obligé de faire des impasses, enfin, tu as fait des impasses qui ne te permettent plus de soutenir un certain nombre de tes propositions. Je vais prendre quelques exemples dans cette logique-là. Ce que je trouve passionnant, c'est qu'on peut lire une partie de ces données avec des cadres plus classiques de psychologie ergonomique, notamment autour de l'idée que des débutants, c'est comme des maîtres expérimentés. Et de ce point de vue-là, je suis en désaccord complet avec l'idée qu'il y aurait deux métiers, un de débutant et de maître expérimenté. Pour moi, il y a un continuum, c'est même le fondement même de ce travail, c'est d'essayer de penser à un développement, et je ne vois pas comment on peut penser à un développement de compétences, d'habiletés professionnelles, si on n'imagine pas que c'est le même métier. Donc il me semble qu'il y a une contradiction assez forte là, dans ce postulat, même si je comprends bien qu'on ne veut pas définir les débutants en creux par rapport à des experts, il n'empêche qu'il faut penser le chemin de l'un à l'autre. Et dans cette logique-là, c'est intéressant de voir que les débutants, comme les experts, finalement répondent aux tâches qu'ils se donnent à eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, il me semble que la méthodologie permet de recueillir de précieuses informations sur les exigences que les débutants se donnent, ce qui les préoccupe et ce sur quoi finalement ils vont centrer leur attention. Le plan de cours, le contrôle du groupe, maintenir les élèves en activité, les trois résultats majeurs du début du travail. Et dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que les ressources attentionnelles des débutants sont tout entières centrées sur la tâche et sur eux-mêmes dans le fait de préserver leur maîtrise du groupe, et que c'est au détriment de l'activité, au sens de l'activité d'apprentissage des élèves. Mais c'est intéressant de voir que les mêmes résultats, par exemple, retrouvés chez Butelaine et Pelletier, chez des débutants en mathématiques, conduisent à des perspectives de formation radicalement autres, autour d'une meilleure maîtrise des scénarios, qui donne une meilleure maîtrise du groupe, alors qu'ici, on a l'impression qu'il faut tenir le groupe pour pouvoir s'intéresser ensuite au scénario didactique. Du coup, je pense qu'il y a un abus de la notion de typicalité. Parce que dans cette notion-là, le processus intéressant, c'est celui de catégorisation des propriétés qui vont... Il y a un problème. Craignez un peu. On me disait que je manquais de recul, mais non, en fait. C'est un métier dangereux. Oui. C'est un coup de drogué. Du coup, mes papiers ont volé. Argument renversant. C'est encore déduit de mon temps de parole, Monsieur Non, le je t'en Président. prie. Poursuis sans t'émouvoir. Oui, dans cette typicalisation, il y a la question de comment les débutants vont identifier un certain nombre de caractéristiques des situations comme étant susceptibles de leur rappeler des situations anciennes. Donc la question des indices prélevés par les débutants dans des situations pour les référer, pour ramener du nouveau à du déjà connu. Et du coup, il me semble que là-dessus, ça pose la question fondamentale de la régulation de l'activité d'enseignement et de la manière dont évolue cette régulation de l'activité des débutants. En d'autres termes, sur le plan de la formation, on va pouvoir très vite poser la question, c'est est-ce qu'on peut apprendre à des débutants à voir d'autres phénomènes que ceux qui leur sautent aux yeux? Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je suis en désaccord assez profond avec la naïveté, me semble-t-il, dont tu fais preuve quand tu fais une espèce d'apologie, d'une espèce de tâtonnement qui, à lui seul, générerait de la connaissance et de l'échange avec des pairs
qui, un simple dialogue entre débutants permettrait ces déplacements sous prétexte que les apports des formateurs extérieurs seraient trop loin de la situation présente des stagiaires. Il me semble qu'il y a entre ces deux positions toute l'interrogation que les collègues ont posée sur où se situe cette zone proximale, entre guillemets, de développement professionnel, qui évidemment est discutable. Par exemple, les indices. Si on prend tes données, quels sont les indices que les débutants prennent pour réguler leur activité en fonction de ce qui se passe dans la situation de classe et en fonction de ce qu'ils avaient prévu? Tu dis spontanément, il y a deux indices majeurs, des indices attentionnels. Est-ce que les élèves font attention? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont présents? Et deuxièmement, des indices de l'engagement. Est-ce qu'ils se mettent en activité? Et là, il me semble que oui, il y a un biais qui vient de l'histoire EPS. Parce que l'engagement dans l'activité en EPS, ça se voit tout de suite. La question de l'engagement dans l'activité intellectuelle en mathématiques, en histoire-géo, je suis sûr que là, il y a à creuser pour savoir quels sont les indices, au-delà des indices comportementaux attentionnels, que les professeurs peuvent traiter. Mais les autres indices qu'on trouve dans la littérature, par exemple dans le travail j'ai mangé son nom tout de suite, de Jean-Jacques Maurice, qui sont des indices sur le niveau de réussite des élèves sur une activité, et pas le fait qu'ils soient simplement engagés, en train de bouger, mais le niveau de réussite et les indices procéduraux, les stagiaires débutants ne nous en parlent pas. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas attirer leur attention dessus? Et là, évidemment, on rentre dans un débat absolument passionnant, c'est qu'est-ce qu'on a comme résultats qui permettent de décrire un développement avec sa part d'invariant et sa part éventuelle de phase. Par exemple, est-ce que, par hasard, des débutants, ça ne pourrait, dans un premier temps, que traiter des indices attentionnels et d'engagement, voire de réussite, mais en aucun cas, par exemple, des indices sur les procédures? Auquel cas, si ça s'avérait un résultat consistant, il y aurait évidemment des conséquences pour la formation. Il faut arrêter cette didactique de l'EPS qui fait de l'erreur une notion centrale. Je regarde des collègues qui, dans la salle, défendent ces notions-là dans les formations des enseignants, pour dire que cette centration de l'attention du débutant sur les procédures des élèves est en fait quelque chose qui nécessite déjà des acquisitions professionnelles d'un autre ordre, et qu'en gros, on arrive à s'intéresser à ce niveau de l'activité des élèves lorsqu'on est soi-même, avec sa propre activité, sur le plan cognitif et émotionnel, suffisamment, on va dire, stabilisé. Là, on voit bien qu'il y aurait une description du développement des compétences, des habiletés professionnelles qui deviendrait véritablement, je dirais, féconde pour faire des propositions pour la formation, y compris en pensant que des bonnes idées peuvent être prématurément proposées et que ça serait dans ce cas-là une hypothèse qui correspondrait aux questions que tu poses en creux dans ta thèse, dans ton HDR, c'est à quel moment les conseils ne sont pas entendables lorsqu'ils sont effectivement hors de portée, non pas compréhensibles sur le plan intellectuel, mais intraitables parce qu'un certain nombre d'autres éléments plus premiers ne seraient pas installés. Alors je le formule comme ça parce qu'il me semble qu'il y a tout le matériau dans cet HDR pour faire l'hypothèse qu'on pourrait le raisonner comme ça. C'est pas comme ça que tu le raisonnes. Ma question, en fait, c'est est-ce que ça te paraît acceptable? Est-ce que ça te paraît pouvoir permettre de remettre ensemble un certain nombre d'éléments qui réarticuleraient, et là, mais tu as, je trouve, fait un exposé plus nuancé à l'oral que tu ne l'avais fait dans la note, qui réarticulerait justement ce qui a été l'objet de la discussion abordée par Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire ce drame d'une dissociation entre le didactique et le pédagogique, là où on comprend bien que rentrer par l'activité, c'est s'obliger à raisonner ensemble. Avec évidemment un paradoxe, c'est que si on est dans cette globalité-là, la question de la formation dans des lieux déconnectés du terrain, au sens pas dans la situation du conseil ou du tuteur en présentiel, ça suppose un regard analytique qui nécessairement décompose ce que tu présentes comme étant en permanence toujours global. Alors, là, ce serait ma dernière question, c'est comment tenir cette sorte de paradoxe d'une activité que tu ne peux penser que globale dans un lieu de formation qui ne sait que découper.
Président. Oui. J'y vais. En tout cas, je vois 2 questions. Je vais répondre à la première plus longuement qu'à la deuxième. Avec plusieurs niveaux de réponse. La notion même de ressources attentionnelles, en tout cas dans les propos que tu as, et je fais ça de façon peut-être un peu maladroite, mais on n'est pas exactement sur la même épistémologie, on n'est pas dans le même cadre à ce propos-là. C'est-à-dire que moi, j'ai insisté sur une théorie de l'inaction, où la notion même d'action et de cognition était conjuguée, avec cette émergence de signification, et en tout cas j'ai développé ceci autant dans la note que très brièvement tout à l'heure, enfin donc pas autant, mais plus brièvement tout à l'heure, pour montrer que c'est un monde de signification qui est le leur, ou en tout cas qu'ils vivent et qu'ils éprouvent et dont ils peuvent raconter a posteriori un certain nombre d'éléments, décrire un certain nombre d'éléments. Alors pour moi, on n'est pas sur un problème de ressources attentionnelles et de limites en termes de capacité du traitement de l'information, mais on est sur un monde phénoménal qui fait que ce qui est pour eux significatif dans l'instant, ce sont un certain nombre d'indices que j'ai pu décrire. Alors là où je ne te rejoins pas non plus, c'est que effectivement les profs d'EPS sont peut-être beaucoup plus attachés à la mise en activité, à l'engagement dans l'activité. Malgré tout, sur les corpus que j'ai sur l'UFM de Créteil et dans les établissements difficiles, le cas typique, problématique, et pas autant typique que ça, mais quand même qui me semble très intéressant de Nadia, cette professeure de mathématiques, montre que sa première activité en classe est d'écrire un certain nombre d'éléments au tableau pour pouvoir d'emblée contrôler l'activité des élèves en donnant un certain nombre de théorèmes ou d'exercices à écrire, imposant un travail pour progressivement contrôler l'engagement des élèves, le travail des élèves, etc. Il me semble à un moment donné, d'un point de vue des préoccupations de ces enseignants débutants, on voit quand même des enseignants qui ont le même registre de préoccupations. Alors ce qui ne veut pas dire, et j'insiste bien, que la matière n'est pas là et que les contenus d'enseignement ne sont pas travaillés, présentés, négociés en classe. Malgré tout, j'y vois des préoccupations d'enseignants débutants et des indices typiques correspondant à leur monde de signification. C'est-à-dire que dans ces premiers instants, dans ces premiers mois de pratique novice, on voit des représentamènes, des indices perceptifs qui sont de l'ordre de l'engagement des élèves, du travail des élèves ou de la conduite des élèves. Alors, par contre, je suis assez en phase avec toi sur l'idée qu'il est intéressant de voir comment cela se développe, ce n'est pas exactement le mot que je prends, comment se construit l'activité professionnelle, quels sont les changés en termes d'indices perceptifs et comment une centration sur les élèves ou sur des formes, dans une perspective un peu gestaltienne, où on verrait plutôt des ambiances, ils sont sensibles à des ambiances, à des formes, progressivement s'affine avec une identification d'un certain nombre d'indices perceptifs qui bougent, qui sont de nature différente. Alors, c'est là qu'achoppe un peu le problème de l'expertise et du conseil pédagogique. Je n'ai pas dit qu'il fallait, j'insiste, pour moi je ne fais pas forcément l'apologie de ces formes novices avec ce syncrétisme en termes de vécu, mais on voit régulièrement des conseillers pédagogiques qui passent à côté, puisqu'effectivement ils donnent comme conseil des éléments pertinents pour eux, de par leur monde de signification, mais qui sont, en tout cas Guillaume Serre a travaillé sur ce point-là, qui sont absolument hors de leurs propres préoccupations, hors de leur propre légitimité, hors de leur propre équilibre fonctionnel. Donc on est bien, alors je crois que là il y a un véritable enjeu par rapport à la formation en IUFM, parce qu'on ne peut pas se contenter de ce que je dis, et effectivement se dédouaner d'une volonté de les faire progresser, mais on ne peut pas d'emblée, de fait, prendre la modélisation et les conseils des experts pour les meilleures solutions en termes d'apprentissage. Et je crois qu'il y a ici à travailler sur la controverse, il y a à travailler sur ces relations d'alter ego, il y a à travailler sur des zones de proche développement moins asymétriques que celles qui ont été jusque-là ou celles qui organisent jusque-là les IUFM. Alors, bon, ça c'est un premier niveau de réponse. Je pense que dans un premier temps, deux épistémologies s'opposent un peu et que ce qui émerge de leur premier monde scolaire
c'est plutôt effectivement de l'ordre de ces indices en classe. Mais il y a, et en tout cas ma note de synthèse met en évidence quand même le suivi de cette activité sur plusieurs mois et sur l'évolution de ces indices quand même au fil de la construction de l'expérience professionnelle. Alors, je ne sais pas si en fait je réfléchis en même temps que je te réponds concernant cette idée dans un premier temps, d'une appréhension de l'activité de façon holiste. En tout cas, je pars ici des présupposés de Peirce et de Thoreau, et je considère ici qu'il faut arriver à créer cette interaction entre les différentes composantes de l'activité. C'est le cadre qui m'organise et sur lequel, en tout cas, je considère qu'on peut avoir des éléments féconds de compréhension, donc des émotions par rapport aux connaissances, par rapport aux préoccupations typiques. Mais malgré tout, je crois que l'intérêt de cette sémantique d'intelligibilité d'activité, c'est effectivement de pouvoir la déconstruire, de pouvoir faire du découpage en formation à partir de ces catégories pragmatiques de contenu d'expérience. Et donc, même moi, je trouve que même si je me réclame d'une perspective holiste, j'ai quand même aussi tendance à jouer sur la construction-déconstruction, sur la localité-globalité, pour arriver effectivement en formation à prendre conscience des éléments qui ont pu être les miens, mobilisés dans l'activité humaine. Est-ce que tu es d'accord quand même pour dire que quand on passe de la problématique recherche à celle de formation, l'épistémologie phénoménologique à laquelle tu fais référence, elle trouve là immédiatement une espèce de point d'arrêt parce qu'on est dans quoi? Un émerveillement du chercheur devant, on est dans le Stockholm à l'envers, on est potentiellement devant un fait, et oui, d'épouser tellement les contours de ce que seraient les préoccupations du présent. Est-ce que le travail du formateur, on pourrait le reformuler comme ça, c'est pas connaissant l'état des préoccupations du présent, mais connaissant des potentiels de développement, d'être dans... Et auquel cas, on retrouverait dans tes propositions une partie à laquelle on souscrit assez fort, c'est le fait de pouvoir baser des situations sur des situations que les stagiaires reconnaissent comme prototypiques, comme étant bien les leurs, comme étant bien leurs problèmes, leurs préoccupations, mais dans le mode de traitement, par contre, plus du tout dans la modalité de celui qui accompagne dans la recherche et qui se met absolument dans une situation de distance, mais là, au contraire, dans l'idée d'avoir une petite idée de quels seraient les éléments qui permettraient de franchir plus vite, parce qu'il me semble qu'il y a là une question de temporalité, si tu es dans ce longitudinal-là, plus vite, et qu'il y a quand même un certain nombre d'expériences qui finissent par être coûteuses, douloureuses, lorsqu'elles sont si peu ou si mal assistées. Oui, je peux réagir maintenant en deux mots, je vais être très, très bref, mais là je te rejoins. Tu as le temps, tu as le temps. Il y a cette notion, donc je pense qu'on est effectivement sur ces vécus professionnels syncrétiques que l'on peut effectivement être amené à analyser, identifier, etc. Mais je pense avoir assisté assez longtemps, par exemple, que les connaissances professionnelles émergent de ce monde de signification et qu'il me semble intéressant ici de pointer les connaissances prosaïques qui organisent leur activité en classe, comme par exemple, alors ça peut être des connaissances de type une bonne leçon pour un novice est réussie lorsqu'ils vont au bout ou au terme de leur plan de leçon. Après, on peut venir sur des enjeux curriculaires. Et dans un premier temps, on voit que l'une des grandes difficultés dans notre pensée occidentale, c'est de considérer qu'une bonne leçon est une leçon qui s'organise de sorte d'aller jusqu'au bout de son plan de leçon et que finalement, ce sont les élèves mêmes qui font obstacle au plan, au point que le plan qui devrait être un plan ressource devient un plan contrainte avec des visées assez obsessionnelles. Donc on voit bien un certain nombre de connaissances pragmatiques qui apparaissent ici au niveau du vécu syncrétique, que l'on pourrait travailler ensuite avec un formateur pour essayer de créer des conversions ou des changements en termes de formation. C'est-à-dire qu'ici, déjà, d'arriver à demander à des enseignants novices de lâcher leur plan, de pouvoir improviser. Et j'ai passé, il y a 2 jours de ça, une journée avec une PLC2 en français, où finalement, elle avait préparé pendant de longues heures un travail sur Don Juan avec ses élèves. Au bout de quelques instants, elle s'aperçoit que les élèves ont des éditions très différentes et que tout son travail tombe à l'eau par rapport à des problèmes de pagination, d'annexes manquantes, etc. Et elle s'est complètement embrouillée, en tout cas elle a eu une activité désordonnée, confuse, avec beaucoup d'émotions,
par rapport effectivement à un décalage entre ses attentes, son plan, et une réalité de classe relativement ordinaire. Et donc, on voit bien ici cette hyper-focalisation qui a tendance effectivement à mettre en difficulté les enseignants. Je pense que là, il y a directement, vous voyez, un des enjeux, c'est de pouvoir retravailler la question même du plan dans une leçon pour que ces enseignants puissent progressivement développer une certaine autonomie, une capacité à improviser, même si c'est une improvisation planifiée. Enfin, un exemple parmi d'autres, qui n'est peut-être pas suffisamment par rapport à des contenus d'enseignement dans une discipline particulière, mais qui pointe l'idée d'une possibilité quand même de travailler des questions essentielles à partir de ces vécus. Et ça me paraît être ici porteur de démarrer de leur vécu pour pouvoir ouvrir des pistes en formation. Et là, je te rejoins complètement. La préparation en formation doit être une ouverture des possibles pour éviter que ces jeunes enseignants découvrent eux-mêmes seuls la planisphère ou en tout cas la sphère professionnelle en systématiquement achoppant sur des problèmes qui ont été pointés par la recherche ou la formation. Ça va ? Bien, à mon tour donc. Dernier effort. Simplement déjà en introduction pour dire qu'il serait, t'imagines bien qu'après ces 5-là, il n'y a plus grand-chose d'intelligent à dire et donc tu peux commencer à te relâcher, ça va à la fois vite et pas trop. Simplement pour dire que j'ai beaucoup de plaisir à être là parce que j'ai été un de ceux qui ont commencé à travailler avec toi après Marguerite Altais et c'est un plaisir de voir une trajectoire aussi rapide et aussi efficace de jeunes chercheurs, d'entrer dans le métier de chercheur. Et en plus avec un dossier qui, à mon sens, satisfait tout à fait les 3 critères que personnellement je me donne pour évaluer une habilitation à diriger les recherches. C'est la capacité à faire de la recherche, qui se traduit par des publications, la capacité à les diriger et également à définir un programme de recherche et à l'argumenter. Et on voit bien depuis presque 3 heures maintenant que tu sais faire cela. Donc on se débarrasse rapidement des questions d'évaluation pour un petit peu de discussion encore, si tu en as encore le goût et l'envie. Enfin, avec un premier point qui concerne le texte que tu nous as donné à lire. Alors bon, il n'y a pas de genre HDR, un genre mal établi, etc. Bon, ok. En tout cas, ce texte ne me permet pas personnellement de contribuer à une définition de ce qu'est ce genre, parce que j'ai eu beaucoup de mal à y trouver une sorte d'unité. Je n'ai pas trouvé d'unité d'objet, enfin je ne suis pas convaincu que ce soit une HDR qui porte sur l'entrée dans le métier, ne serait-ce que parce que la première partie de l'HDR porte sur des questions d'émotion, et il y a eu beaucoup d'échanges sur les émotions. Je ne suis pas convaincu non plus que tu te sois situé à un niveau d'analyse et de réflexion, puisqu'à certains moments on est à un niveau de la recherche, dans la deuxième partie de l'HDR, et puis au début de l'HDR on est à un niveau N+1, où on a position en surplomb, celle que décrivait Philippe au début. Et puis, ça s'intitule note de synthèse, mais il y a des parties synthétiques, effectivement, puis il y a des parties beaucoup plus diachroniques ou historiques ou presque narratives par certains côtés, dans le sens où il y a un ordre de présentation des chapitres qui est un ordre chronologique. Et donc, au fond, je me dis, quelle est l'unité de cette affaire-là ? Alors, évidemment, on ne sait pas où elle est. Au fond, la soutenance sert un peu à la construire d'une certaine manière, puisqu'en plus tu te masques, et effectivement, comme le disait Patrick Rayou, tu ne te présentes assez peu dans ce document. Voilà, alors donc voilà la manière dont j'ai reçu ce texte, qui n'est absolument pas une critique, enfin, sauf si ton intention était de faire de l'unité, pour le coup ce serait un peu raté, mais je me dis que c'est plutôt le signe d'une dynamique, d'un travail de recherche, et du fait que je crois très sincèrement que tu es arrivé à une sorte de bifurcation, à un moment de réorganisation de ton travail de chercheur et de formateur. Je crois qu'il ne faut pas séparer les deux. Et je pense que cette soutenance peut être un moyen, ou une opportunité ou une ressource pour cette réorganisation. Alors, j'aurai 4 points de réflexion par rapport à ça. Le premier, ça concerne la disparition du sport et de l'éducation physique dans ton texte, ce qui est scandaleux. Hein. Tu as un transfuge, bon, donc un transfuge parle à un transfuge, et
je trouve que la part que tu fais au sport et aux recherches que tu as fait sur le sport, notamment sur les composantes émotionnelles dans l'activité des sportifs de haut niveau, est présentée de manière très, très fugace, presque négligente, comme si c'était du passé, sans intérêt pour ce que tu es en train de faire actuellement. Or, j'en suis absolument pas convaincu. Notamment parce que tu es dans un IUFM et que tu t'intéresses à la formation des enseignants et que les questions de contenu ou d'objet de l'enseignement ne te laissent pas indifférent. Enfin, l'échange avec Roland vient de le montrer, je pense. Et donc, cet aspect-là d'analyse de l'activité des sportifs qui servent de référence évidemment aux enseignants d'éducation physique pouvait aussi, je pense, ou aurait dû, ou peut-être tu peux me le dire, contribuer à une réflexion d'ensemble sur l'enseignement de l'éducation physique, qui était le premier objet que tu étudiais dans ta thèse et également que tu présentes dans l'HDR, avec une rupture ou une proposition d'alternative par rapport à des visions mieux installées, peut-être de didactique, par rapport à la définition de ces contenus. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne... je dirais l'articulation entre les objets d'étude, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, et l'objet théorique ou les objets théoriques. Alors, comment dire, plusieurs éléments de réflexion par rapport à ce point-là. Le premier, c'est que, alors, tu répètes plusieurs fois, oralement et par écrit, que tu t'intéresses à une analyse à grain fin. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit si à grain fin que ça. J'ai quelques amis psychologues qui sont atterrés devant l'immensité des objets qu'on analyse. Hein. Bon. Alors, on est toujours le grain fin de quelqu'un, mais on est aussi... En tout cas, dans cette sorte de volonté de descendre au niveau du détail, du micro, du local, bon, il y a une sorte de fascination, enfin, et je me demande si on ne se laisse pas prendre dans ce mouvement-là de la réduction et du micro et du mini, jusqu'à perdre de vue deux choses qui me semblent assez fondamentales. La première, c'est que, ça a déjà été dit, hein, ces affaires-là se déroulent dans des institutions, on est dans un IUFM, on est dans un établissement scolaire, et la signification ou le sens social que prennent ces activités, je ne suis pas sûr qu'on le perce ou on le saisisse toujours dans cette réduction de l'objet. Puis le deuxième, c'est, bon, je viens de le dire, mais implicitement, c'est il y a un objet de cette activité. Quand on enseigne, il y a un objet de l'activité d'enseignement. Quand on forme, il y a un objet de l'activité de formation. Je ne suis pas sûr non plus que cette approche mini, locale, micro, à grain fin, permette de saisir cet objet. Deux aspects, institution comme processus, hein, et objet. Et alors, il me semble que les propositions que tu fais de rompre avec l'exclusivité de cette approche que tu appelles une analyse locale, d'une certaine manière, a pour fonction de ressaisir cet objet, et la manière dont cette activité s'inscrit dans de l'institution, ou fait de l'institution, ou fabrique de l'institution. Mais alors, pour le coup, je pense que l'articulation qu'il y a entre ce que tu appelles des nouveaux objets d'étude et puis les méthodes que tu utilises et l'ensemble des résultats que tu présentes, enfin, ou quelques résultats que tu présentes, moi, je trouve qu'il y a matière à discussion. Et bon, je pose une question qui ne va pas clore la discussion, mais par exemple, je ne suis pas convaincu que les analyses que tu fais soient des analyses qui soient à un niveau d'intégration plus élevé qu'une analyse locale que celle que tu avais faite pour ta thèse. J'ai plutôt l'impression que tu multiplies ou tu rends successives des analyses locales, espérant reconstruire un développement, une progression, et d'ailleurs c'est extrêmement éloquent de certaine manière, les résultats que tu présentes. Hein, je trouve très intéressant, mais je ne suis pas sûr que ce soit un changement de niveau comme tu l'annonces. Et la question que je me pose, c'est comment faire opérer ce changement de niveau s'il y a cette nécessité-là, ce qui me paraît encore aussi à montrer ou en tout cas à argumenter. Et la deuxième, c'est... par exemple, quand tu proposes, deuxième fois toujours dans cette partie-là, hein, sur les objets théoriques et les objets d'études, lorsque tu annonces, tu nous fabriques ce que tu appelles ces signes mosaïques, hein, qui me plonge personnellement dans un abîme d'interrogation, ce qui est plutôt stimulant. Je trouve que c'est assez exemplaire du fait que, alors que tu as un souci de pister une temporalité, un développement, hein,
un dynamisme dans le temps, eh bien, la manière dont tu le fais, mais d'une certaine manière, je ne vois pas comment on peut faire autrement, mais la question se pose quand même, tu le fais en rompant avec ce qui fait, à mon avis, l'essentiel de l'approche du cours d'action, c'est la volonté de restituer un dynamisme, un cours, un décours. C'est-à-dire ces signes dits mosaïques agrègent une grande quantité de préoccupations, de manière qui, je l'ai dit, tout à fait spectaculaire et très illustrative, mais où tu casses la dynamique, le processus que, à mon avis, tu cherches à analyser et à pister. Alors, bon, évidemment, c'est pas une critique, bon, peut-être sans étude, mais c'est une critique au sens où c'est des questions que je me pose personnellement de manière très très vive. Hein. Cette question d'un changement de niveau, comment passer du local à quelque chose qui est d'un autre niveau sans perdre l'intérêt des recherches et conserver des temporalités et du dynamisme. Le point suivant, le troisième, c'est bon, Flambert-Jouvran, tu avances en disant analyse du travail et formation. Tu n'es pas le seul, hein. Moi, c'est aussi la bannière sous laquelle je travaille, donc c'est excellent. Hein. Mais je trouve que tes recherches, tes interrogations montrent bien que ça ne va pas de soi de s'approprier les méthodes et les approches de l'analyse du travail dans une visée de formation. Enfin, tu l'as redit, mais je pense que c'est très fort dans ton approche, cette visée de formation est très structurante de ton activité d'universitaire. Et on voit bien que d'une certaine manière, tu te retrouves contraint à développer d'autres façons d'analyser l'activité que celle des ergonomes, tout en adoptant certains des présupposés ou certains des éléments de posture des ergonomes. Et je me demande si ta thèse, ton HDR plutôt, n'est pas d'une certaine manière le signe qu'il y a un renversement à opérer, avec cette idée que la visée de formation contraint les théories, les méthodes de l'analyse de l'activité. Et de ce point de vue-là, je me demande s'il n'y a pas un effort beaucoup plus important que celui que tu nous livres, bon, je ne dis pas celui que tu as fait, mais celui que tu nous livres dans la dernière partie de ton HDR, consistant à théoriser, à formaliser et à réaliser aussi ce renversement. Mais peut-être que tu n'es pas d'accord sur cette idée même d'un renversement. Bon. Parce que pour le coup, j'en viens à ma dernière remarque. Dans ton texte, au fond, et puis dans la présentation orale que tu en as fait, la formation n'est pas théorisée d'une certaine manière. Elle ne fait pas l'objet d'une théorisation très forte. On reste dans une sorte d'implicite. Hein. Je reprends des arguments qui ont été donnés tout à l'heure par Jean-Marie ou Roland aussi. Hein. C'est-à-dire, l'impression que j'ai, c'est que bon, une fois qu'on a fait de l'analyse de l'activité, qu'on a typicalisé, qu'on a conçu des dispositifs, eh bien, de recueil de ces matériaux, de fabrication de ces données, eh bien, la formation va de soi d'une certaine manière. Ou alors, bon, je n'aurai peut-être pas le terme de naïveté comme Roland tout à l'heure, mais peut s'appuyer sur ce qu'on fait déjà classiquement en ingénierie de formation. Or, j'ai l'impression, en tout cas c'est une question que je te pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à théoriser, à essayer d'avancer des éléments, peut-être en termes de présupposés, concernant non pas cette fois-ci le travail et l'analyse du travail, mais la formation et sa conceptualisation, hein, avec une question redoutable, que je formulerai comme ça, mais je crois que ça reprend aussi des éléments que Roland a avancés il y a quelques secondes, c'est comment est-ce qu'on peut penser la formation alors qu'on est dans une épistémologie de l'autoréférence. Je crois que c'est possible, mais je crois que ça ne va pas de soi, et je pense qu'il y a un travail conceptuel important à faire de ce point de vue-là, et notamment par rapport à la question qui me semble une question pendante dans tout ton texte, dans tout ton travail, qui est celle de la norme. Moi, je ne vois pas comment on peut former sans normes. Bon. Or, tout ton projet, c'est un projet de renormalisation de l'activité réelle, mais sans une discussion, ou en tout cas que je n'ai pas trouvé dans le texte, hein, sur ce processus de renormalisation. Et bon, je vais m'en arrêter là parce que je risque d'être trop long. Donc, simplement sur cette question-là, hein, de la présence de la norme et de la renormalisation, au sens où il me semble qu'il y aurait un danger, au fond, inhérent à ce travail-là, qui serait de replier la formation sur le développement. Voilà, tu as beaucoup de temps pour répondre si tu le souhaites.
Merci de m'avoir prévenu que je pouvais me relâcher un peu avant. C'est un showstrap. Non, mais il n'y a pas de piège, hein, j'espère que tu le comprends. Je voudrais parler dans un premier temps. J'ai combien de temps? Tu as 25 minutes si tu le souhaites. C'est incroyable, c'est la géométrie variable. Pas du tout. La notion même de transfuge, la notion même de transfuge, en tout cas, j'aimerais bien ici, comment dire, je pense qu'il y a eu un effet d'intégration de l'IUFM par rapport à la possibilité, et notamment par rapport au contrat de recherche ACI, de pouvoir travailler avec d'autres enseignants stagiaires et d'ouvrir. Il y avait pour moi une véritable curiosité pour voir si, par rapport aux résultats qui étaient les miens, à la méthodologie employée, on pouvait répliquer des résultats, repérer des tendances typiques chez les enseignants débutants. Et donc, effectivement, il y a eu chez moi la propension d'ouvrir un peu et de voir si les préoccupations des enseignants débutants en EPS étaient les mêmes que dans d'autres matières, et de voir la part de la culture spécifique dans un certain nombre de disciplines. Donc pour moi, ça m'a animé assez profondément, non pas pour m'évincer ou en tout cas sortir des préoccupations des enseignants d'éducation physique que je continue à former, mais il me semblait qu'il y a eu un effet, je pense quand même, intégration du laboratoire PAEDI par rapport à des problématiques sur les enseignants débutants qui pouvaient, à mes yeux, permettre de développer autrement mes recherches et donc de pouvoir en tout cas généraliser un certain nombre de résultats. Enfin, il y avait une véritable envie et curiosité de ma part. Je change. J'en viens maintenant à cette histoire de grain fin, d'action située. L'une des remarques critiques de Gérard Sansévi dans un certain nombre de ses références insistait sur le fait que des méthodologies de l'action située, si elles s'intéressent simplement à l'émergence en situation et simplement à la recomposition du couplage de l'individu par rapport à son monde, risquent effectivement de complètement évacuer des éléments essentiels de normes, des éléments cristallisés institutionnels qui effectivement apparaissent peu dans l'émergence ici et maintenant. J'ai essayé en tout cas sur les dernières recherches progressivement quand même de faire en sorte de repérer ces normes, ces injonctions, ces orientations institutionnelles et ministérielles. Prenons deux exemples. Par exemple, la remise en cause, une formation très prescriptive en anglais sur l'établissement de Créteil, sur l'Académie de Créteil, avec ce warming up qui permet aux élèves de s'échauffer collectivement par un certain nombre de vocalismes avant de se mettre au travail réellement. On voit ici, quelque part, cet objet qui devient un véritable objet de controverse de la part des néo-titulaires, qui voient la difficulté de tenir ce type de normes ou d'injonctions, alors même que les publics scolaires sont absolument déjà excités et sont surexcités par rapport à cet effet même d'intervention. On voit comment cette préoccupation, enfin en tout cas cet objet-là, devient un véritable objet de discussion, de controverse, et progressivement, on voit comment ces deux néo-titulaires s'affranchissent de la norme pour recomposer une nouvelle norme plus ad hoc, ou en tout cas plus en phase avec les tensions inhérentes à leur entrée en classe avec ces élèves-là. Donc j'ai essayé, au travers de mes observatoires, quand même, de rendre compte d'un certain nombre d'effets des normes et de prendre en compte les préconisations institutionnelles qui pèsent. Alors comment fais-je pour les étudier? Je me retrouve finalement à repérer dans l'autoconfrontation les éléments qui sont subjectifs par rapport à ces normes et dont on peut effectivement identifier un certain nombre de contraintes sur l'expérience même des sujets, pour à la fois repérer les normes d'un point de vue objectif, mais aussi repérer le poids de ces normes dans le vécu même des acteurs. Alors, pour poursuivre un peu, mais en s'attachant toujours à ces notions-là, tu te poses la question de savoir, enfin je reformule, si effectivement mes premières recherches à grain fin correspondaient au même grain que les suivantes, et est-ce que le fait de monter d'un cran crée des résultats plus ou moins intéressants? C'est vrai que moi aussi je me pose cette question-là, c'est des questions qui sont assez insolubles, parce qu'en fait, je l'ai dit un peu tout à l'heure, en changeant de focale, je change d'angle d'attaque, je vois apparaître de nouveaux objets dans l'activité.
Je vais prendre un exemple simple. Je me suis donc attaché parfois à l'expérience humaine, seconde par seconde, dans la construction même et dans la dynamique même de l'activité humaine en classe. En faisant ce travail-là, je pouvais identifier un certain nombre de constructions d'apprentissage, un certain nombre donc, de phénomènes en cours d'évolution, et je passais complètement à côté de l'effet même d'une grève lycéenne sur un enseignant stagiaire. On voit ici qu'à rester au plus fin de l'activité sur du décours d'action en quelques secondes, je percevais des phénomènes qui me semblaient assez utiles à comprendre pour la construction de l'activité professionnelle, mais je passais totalement à côté d'autres phénomènes, comme celui d'une jeune enseignante qui vit pendant 3 semaines dans un établissement où elle ne peut plus enseigner. La première année, j'étais avec un professeur stagiaire en histoire-géographie qui a eu le même problème pendant 3 semaines, traumatisé par cette non-action et cette incapacité d'intervenir, et avec une grande difficulté en tout cas à trouver sa place en termes d'identité professionnelle dans ce moment-là, en étant en résistance ou en opposition par rapport aux enseignants plus chevronnés. J'ai laissé tomber la première année en disant bon, ça c'est pas important, on n'est pas sur la formation là. Mais on s'aperçoit, si je m'étais encore attaché à un niveau d'étude de l'activité, que je pouvais passer à côté d'éléments, d'événements qui font la différence et qui marquent fortement des parcours de formation, alors même que, effectivement, ce sont des éléments qui ne sont pas forcément pris en compte dans la formation au niveau de l'IUFM. Alors, ce que je voudrais dire ici, pour résumer ou ramasser un peu ma pensée, c'est l'idée qu'à chaque échelle ou à chaque loupe, on repère des éléments et qu'il me semble intéressant quand même de changer d'échelle pour arriver à comprendre, par exemple, la dynamique interindividuelle de l'activité, ces émotions communicatives contagieuses dans ces établissements difficiles, et que si j'en reste à un seul niveau d'échelle, je peux créer un certain nombre de cécités, et je pense que je ne peux pas, non pas avoir la prétention de rendre compte de façon holiste de l'activité professorale, mais en tout cas, je pense que j'aurais tendance quand même à limiter un peu mon investigation à simplement une des dimensions. Signe mosaïque. Alors, je vais faire assez vite, mais je n'ai pas totalement inventé ça. Hein. C'est donc à partir de Jacques Theroux qui a parlé de signes non élémentaires. C'est-à-dire, on peut imaginer donc l'émergence d'une signification dans une situation particulière, c'est ce que nous avons fait jusque-là, et par rapport à des empans temporels beaucoup plus longs, pour comprendre des parcours de formation ou des parcours d'activité beaucoup plus complexes, il nous est essentiel de produire un certain nombre de matériaux permettant l'émergence de la signification, non pas forcément liés à un moment particulier, mais par rapport à des contextes ou des intercontextes favorisant une émergence, qui n'est pas la même émergence que celle que l'on pourrait avoir sur des matériaux plus fins, mais qui permet quand même d'appréhender une signification à un moment particulier. Je vais prendre un exemple. Les enseignants stagiaires que nous suivons avec Guillaume Serre, on ne peut pas les suivre en permanence avec un micro, avec de l'enregistrement, avec un certain nombre d'artefacts pour recueillir des traces d'activité. Et faire comme ceci toute l'année, de proche à proche, effectivement, d'explicitation des contenus expérientiels. Donc nous avons, sur cette perspective-là, envisagé et inventé un peu ce corpus électronique où on essaye d'enregistrer l'activité dans différents contextes, on essaye de travailler sur des agendas, sur des journaux de bord, sur un certain nombre de matériaux, et à un moment donné, on fait cet entretien d'autoconfrontation, de remise en situation, c'est le terme exact, on n'est plus sur de l'autoconfrontation, mais sur de la remise en contexte, les termes utilisés par Theroux, pour essayer de partir d'un certain nombre de contextes, de faire émerger des significations à partir de ces contextes, et de globalement recomposer une signification émergente par rapport à un empan temporel plus long. Par exemple, ça va être la fin du 3e trimestre avec un certain nombre de préoccupations, en pointant quand même de la signification et en pouvant l'identifier de façon assez précise. Comment faire? Vous voyez qu'il y a un problème insoluble, incommensurable. Si je suis simplement sur du suivi pas à pas, seconde après seconde, en termes d'explicitation du vécu, je ne peux pas appréhender l'année complète en termes de parcours de formation. Je ne peux pas, comme cela, suivre des étudiants à distance pendant... en tout cas, c'est quelque chose qui est assez incommensurable. D'où ces nouvelles méthodologies, moins satisfaisantes certainement par rapport à la précision même de l'émergence de la signification, mais qui nous permettent quand même de remodéliser les flux sur des empans temporels plus longs.
Je poursuis. Alors après, bon, les questions qui sont les suivantes, je vais peut-être non pas être plus en difficulté, mais en tout cas, je pense qu'il y en a plusieurs qui apparaissent et qui sont des enjeux assez essentiels. Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris, mais tu avais l'air de dire que d'après, enfin en tout cas en t'écoutant, que j'aurais peut-être tendance à mettre en premier point actuellement des préoccupations en termes de visée de formation, qui aurait tendance peut-être à contraindre mes propres visées de recherche. C'est ça ? Non, enfin, je pense que c'est ça, oui, mais c'est pas ce que tu fais ou ce que tu annonces. Hein. Ce que je veux dire, c'est... bon, là, il y a l'importation d'un modèle d'ergonomie, hein, oui, d'approche ergonomique du travail. Or, les ergonomes n'ont pas de visée de formation. Ils ont même tendance à s'en méfier fondamentalement. Hein. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est d'ajuster le poste de travail, pour dire simple, à partir d'une analyse de l'activité et non pas changer l'opérateur. Et je suis pour ma part, mais tu n'es pas obligé de partager ce point de vue, hein, de plus en plus convaincu que la visée d'un ergonome n'est pas la visée d'un formateur et que la manière dont un formateur peut faire de l'analyse de l'activité au travail, moi, il me semble que ton HDR le montre, hein, ne peut pas être la même que celle d'un ergonome, ne serait-ce que par la prise en compte de temporalités très longues, que parce qu'il nous faut une théorie du développement de l'activité, non pas une théorie de l'activité, etc., etc. Oui, enfin, je pense que je me sens beaucoup plus effectivement investi quand même de préoccupations de formation, en essayant quand même de bien identifier les boucles, tu vois, de recherche et de formation. De toute façon, peut-être un peu naïve, j'ai tendance quand même je considère avoir procédé à un effort de modélisation de l'activité débutante, en essayant de repérer un certain nombre d'éléments typiques, et je suis assez prudent sur la notion même de typicité, hein, puisque je pense qu'effectivement, il peut y avoir des éléments non typiques qui sont complètement utiles pour la formation et d'autres typiques qui sont relativement pauvres en termes de fécondité de formation. Et je considère ici que c'est là où j'en suis de mon travail, c'est de réfléchir plus que ça à ces notions d'articulation, recherche et formation. J'ai insisté tout à l'heure sur la notion, vous savez, d'activité typique, critique, féconde. Je suis au cœur de ces problématiques-là pour essayer de voir dans quelle mesure cette modélisation de l'activité est pertinente. J'ai quand même tendance à considérer que la recherche que je mène favorise en tout cas l'explicitation de l'activité professorale qui, dans un deuxième temps, peut être utile pour la formation. Mais le premier lieu, ce qui m'anime en premier, c'est quand même des investigations en tant que chercheur et non pas en termes de formation ou de mise en place de dispositifs de formation. Donc j'aurais quand même tendance à tenir la première posture. Voilà, en tout cas, pour répondre à ces différentes questions. Très bien. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions, j'imagine? Donc on va mettre fin à cette deuxième étape qui est un peu longue, mais pas tant que ça finalement. Non, nous allons nous retirer pour délibérer. Ne quittez pas la salle. Bien, Monsieur Lucrea, après vous avoir lu, après vous avoir entendu et après en avoir délibéré, le jury à l'unanimité vous a considéré comme digne d'être habilité à diriger les recherches en sciences de l'éducation. Et de manière informelle, puisqu'il n'y a pas de mention en ce qui concerne les soutenances d'habilitation, le jury vous décerne ses félicitations. Bravo. Merci.
Merci à tous et toutes. C'est un mouvement forcément un peu émouvant par rapport à plein de gens qui viennent d'horizons un peu différents. Je sais que vous êtes tous pris maintenant par rapport à d'autres rendez-vous, des avions qui doivent décoller, des trains qui doivent aussi décoller. Mais j'aimerais bien vous avoir quelques minutes, si c'est possible, au 4e étage. Il faut à peu près 20 minutes pour atteindre le 4e étage, pour en tout cas boire ensemble un verre avant que vous partiez. Merci à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Ça,